La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Jean-François, commençons ce journal décalé par les fonds en euros. Tous les taux ne sont pas encore annoncés, mais on a déjà les grandes tendances du marché. Pour pouvoir bien comparer, le taux moyen de cette année sera autour de 2,5%. Depuis des années, le podium était trusté par deux catégories. D'un côté, nous avions les associations d'épargnants, comme la JP, la FER, la ZAC-FAPES ou le Guépard. Ils ont souvent été considérés comme des faiseurs de roi, ou plutôt des faiseurs de tendance. Cette année, ce ne sera vraiment pas le cas. Ils seront entre 2,1 et 2,4%, donc en dessous de la moyenne du marché. Pourquoi ? Pour une raison simple, ces associations ont des réserves faibles. Elles n'ont donc pas pu piocher dans leurs réserves pour aller booster un peu leur taux. De l'autre côté, nous avions les fonds en euros dopés à l'immobilier. Ils subissent de plein fouet la crise de l'immobilier. Les loyers sont stables, mais ils doivent provisionner des écarts de valeur conséquents entre leur valeur, enfin les valeurs marché immobilier dans leurs fonds et la valeur réelle. Du coup, ils sortent presque tous en dessous des moyennes du marché et même souvent très en dessous. Et pourtant, l'assurance vie, oui, elle a eu une petite collecte en 2023, 2,4 milliards d'euros. On est très loin des 13,7 milliards de 2022 ou même des presque 20 milliards de 2021, mais elle reste un produit phare. Il va donc être super intéressant de suivre en 2024, voir comment est-ce que tous ces acteurs vont réagir, comment est-ce qu'ils vont se réinventer, surtout dans cette période de taux hauts. J'aime bien votre reste un produit phare. Juste, moi, je conteste les, enfin, je peux pas que je conteste les chiffres de France Assureur, mais en tant que CGP qui a besoin de données pour m'alimenter, pour voir comment alimente les marchés, je trouve franchement que les chiffres de France Assureur, ils seront super sympas pour montrer que France Assureur est un organisme puissant, etc. Mais moi, ils ne sont pas très utiles. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur des marchés très différents. Parce que juste quand même, pour info, votre 2,4 milliards regroupe toute l'assurance vie. Donc, toute l'assurance vie, c'est l'assurance vie traditionnelle avec les avantages successoraux, mais les contrats de capitalisation qu'on peut vendre à du retail ou qu'on peut vendre à des entreprises, mais également de l'épargne retraite, y compris le PER. Juste, j'ai le communiqué quand même de France Assureur. Les chiffres du PER, où on n'est pas du tout sur le même modèle économique pour les distributeurs, parce que vous n'allez pas chercher des gros tickets avec des PER, mais c'est plutôt de la prime récurrente. Les PER, ça fait 8,4 milliards de collecte l'an dernier. Autrement dit, si je prends les contrats de capitalisation et l'assurance vie traditionnelle et les vieux plans d'épargne retraite, je suis donc en collecte nette négative. Donc, j'aimerais bien un beau jour, mais on a les chiffres qu'une fois par an, mais ils seront intéressants à regarder, un peu plus de granularité de la part de France Assureur. Ça nous permettrait de mieux travailler. Bon. En parlant de granularité, je vais rester dans l'assurance vie et de se dire, l'assurance vie, il y a deux choses. Un, il y a les fonds en euros, on vient de parler, et deux, il y a les unités de compte. Pour que se conformer aux recommandations de l'ACPR et de la Value for Money, dont on a déjà parlé ici, les assureurs, ils ont dû passer en revue toutes leurs unités de compte et vérifier pour chacune à la fois les frais et les performances et faire vraiment, c'est le cas de le dire, un très très grand ménage. Generali a par exemple fermé à la souscription 25% de ses fonds, Société Générale Assurance en a fermé 20%, BNP Paribas Cardif a eu la main un peu moins lourde parce qu'ils n'ont fermé qu'une quarantaine de fonds. Toutes ces fermetures, franchement, c'est pas du tout un bon message pour les CGP. Vous vous imaginez, vous dites à un client, allez souscrire cette allocation, prenez ce fonds-là et ce fonds-là, ce sont des super fonds, je vous les recommande. Vous revenez quelques années après, quelques mois après, bon, finalement, ce fonds-là, il n'était pas si bien que ça, il coûtait trop cher, il rapportait pas assez, donc il est plus éligible à votre contrat d'assurance vie. Bref, il faut en trouver un autre. J'aimerais pas être à leur place. Qui a mis ce titre, la Value Money, donne du boulot pour pas un rond. Cela dit, sur le fond, ça va être assez intéressant de voir peut-être les évolutions de pratiques commerciales, puisqu'auparavant, on avait des gammes gigantesques, y compris le truc dont on vendait pas, mais du coup, on connaissait pas bien en disant, mais regardez tout ce que j'ai dans l'étagère, on va peut-être un peu mieux connaître les produits qu'on vend et ce sera peut-être pas si mal que ça. C'est vrai. Dernière question. Légitimement, on peut se dire, bah tiens, on n'est plus au mois de janvier, c'est plus les vœux et la bonne santé, mais finalement, est-ce que, en ce début 2024, est-ce que les CGP vont bien ? Quand on regarde les chiffres, d'un côté, qu'est-ce qu'on a ? On a le livret A et le LDDS qui captent beaucoup de flux d'épargne parce qu'ils ont quand même collecté 40 milliards en 2023 de collecte nette. Ce montant, il peut même être fortement augmenté si on ajoute les livrets bancaires et les dépôts à terme rémunérés.
Selon des projections, on aura aussi des chiffres très conséquents en 2024. C'est un peu compliqué d'avoir le chiffre parce que j'ai lu un peu tout, de quelques milliards à quelques dizaines de milliards. Mais tout ça, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est autant d'épargne disponible en moins pour les CGP. On a aussi, on en a parlé en plateau, la hausse des taux des crédits immobiliers qui font que du coup, quand j'achète ma résidence principale, historiquement, j'empruntais un peu plus parce que ça coûtait pas cher. Maintenant, j'emprunte le moins possible et donc je vais utiliser toute mon épargne. Donc, encore une fois, moins d'épargne disponible pour les CGP. Mais pourtant, bonne nouvelle. Quand on regarde les chiffres globaux de l'épargne, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? On prend une étude de la BPCE et on voit que l'épargne des Français, elle a explosé de 390% en 3 décennies. En effet, le patrimoine financier, excluant l'immobilier et les actions non cotées, est passé de 902,6 milliards d'euros en 90 à 4 427,7 milliards d'euros en 2023. Une telle croissance, elle dépasse largement la croissance du PIB et des salaires sur la même période. Plus précisément, si on veut prendre des calculs simples pour bien comprendre, le patrimoine financier des ménages a été multiplié par 5, alors que les prix n'ont été multipliés que par 1,7. Le marché adressable par les CGP s'est donc énormément développé, et bien plus que le nombre de CGP. En plus, cerise sur le gâteau, on en parle beaucoup ici, la fiscalité et l'ensemble est devenu tellement compliqué qu'on a vraiment besoin de conseils. Qui est le meilleur pour vous apporter du conseil? Le CGP. Je suis donc optimiste. Merci beaucoup, Georges. Et pour répondre à la question tout à l'heure que vous avez posée, est-ce que les CGP vont bien? On essaiera d'y répondre tout à l'heure avec celle qui est la femme dans l'actu, c'est Hélène Lamont qui nous parlera à travers le prisme de CGP entrepreneurs. Mais tout de suite, on parle immobilier avec notre club des experts immobiliers.